Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous me demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, oui, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Nouveau débrief, Monaco qui se déplaçait à Nîmes et Monaco qui continue sa lente descente aux enfers. Monaco qui s'est incliné sur le score de 3-1 après avoir mené au score 1-0. Avec moi pour parler de cette rencontre, il y aura Arthur. Salut Arthur. Salut Ron, salut à tous. Et il y aura également Damien. Salut Damien. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous nos auditeurs. Voilà, ce coup-ci c'est vous, on tourne un petit peu d'équipe pour avoir peut-être un nouveau son de cloche sur la prestation d'hier et peut-être également sur les prestations un peu plus globales de ces dernières semaines. On en avait beaucoup parlé avec Adrien ou Patrice, maintenant c'est à vous messieurs, vous allez pouvoir donner votre avis et vous en avez désormais l'habitude. On va tout de suite commencer par les 3 points de la rencontre d'hier. Arthur, quels sont tes 3 points ? Alors, moi je voulais parler de sabordage. On s'est complètement sabordé avec ces expulsions. Je dis sabordé parce que nous, depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, quand on prend un carton rouge, et malheureusement ça a été souvent le cas, on sait que derrière notre équipe va complètement faillir, va lâcher complètement. Alors que ce soit à 10, hier à 9 encore pire, mais généralement derrière on sait qu'on va s'orienter vers un match cata. S'aborder aussi parce que malheureusement il y a aussi des équipes qui quand ils prennent un carton rouge peuvent justement avoir un sentiment de révolte. Nous ça nous arrive pas, donc voilà, on savait que un pas deux en même temps. Pardon ? Un mais pas deux. Un carton rouge ? Ouais, tu dis des équipes peuvent avoir un sentiment de révolte après un carton rouge. Oui, un, mais peut-être pas deux. C'est arrivé. C'est beaucoup quand même deux. Ouais, c'est dur, mais bon, grosso modo, ça peut le faire derrière. On a quand même pu toucher un ballon. Et puis voilà. Donc mon point 2, par rapport à ça, c'est un petit signe, petit clin d'œil du destin, parce que je regardais tranquillement le rugby à 7 hier, le nouveau tournoi de la Ligue nationale de rugby. Donc rugby à 7, ça se joue à 7 contre 7 sur un terrain de rugby à 15. Au-delà du fait que nous, on ait fait du foot à 9 sur un terrain de football à 11, c'était voir un petit peu par rapport à l'arbitrage, même si Rome t'en parlera, toi, sûrement mieux que moi de tout ça. Mais voilà, les décisions arbitrales sont très respectées en rugby, c'est peut-être aussi la culture qui veut ça. Le soir, on a vu qu'en foot, c'était un peu moins le cas. Et pour le coup, l'arbitre a su sanctionner le fait que les joueurs contestent sans cesse les décisions. Et là, c'était Gelson Martins qui allait un petit peu trop loin. Et mon point 3, c'est un petit peu plus global. C'est que Moreno se cherche. On le voit dans les compos, même si le 4-3-3 est toujours là. Le match à Paris s'avère désormais être un accident, le 3-3. Aujourd'hui, on est sur une série catastrophique. Hier contre Nîmes qui a gagné que 4 matchs avec celui d'hier en Ligue 1, et voilà, on n'a pas su rivaliser, et là il y a des questions à se poser, quoi. Damien, tes 3 points à ton tour. Oui, donc du coup mon premier point c'est après 5 matchs avec Moreno, donc ça fait désormais 1 mois qu'il est là. Premier constat, c'est qu'il n'y a pas eu déjà d'électrochoc. Alors certes, apparemment, ça travaille plus à l'entraînement, ça sourit plus à l'entraînement, je ne sais pas. Toujours est-il que on a gagné un match. C'était un match de Coupe de France qui n'était pas non plus extraordinaire. On a fait
un très très bon match. Vraiment, et on a tous pris notre pied, je pense, face à Paris. Mais voilà, comme disait Arthur, c'était un match en trompe-l'œil. Toujours est-il que depuis, on est sur une série absolument catastrophique. On est sur 3 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. On encaisse régulièrement 3 buts minimum. Voilà. Donc clairement, cette équipe n'a toujours pas davantage d'envie, de sentiment de révolte qu'elle n'en avait sous Jardim. Donc voilà, aujourd'hui, on peut quand même conclure qu'il n'y a pas eu d'électrochoc au niveau avec ce changement d'entraîneur. Donc ça n'a pas eu l'effet escompté. Maintenant, ça ne présume rien pour le futur. Ça peut-être quand même marcher, on ne sait jamais. On peut trouver des solutions, des clés de niveau tactique. Mais en tout cas, niveau psychologique, strictement rien n'a changé. Et ça rejoint également en plus le point du sabordage qu'évoquait Arthur. Du coup, la conséquence, c'est que le podium s'éloigne, c'est-à-dire ce qui était l'objectif est en train de s'éloigner petit à petit, puisque Rennes est 3e à 40 points, et nous, on reste au niveau de la 13e place avec 29 points. On continue de regarder devant, mais à un moment donné, il va peut-être falloir commencer aussi un petit peu regarder derrière, parce que Amiens est aussi à 10 points, donc on est à peu près équidistant. Mais voilà. On est bien implanté dans le ventre mou pour l'instant, même si c'est resserré, on progresse absolument pas. Et ça confirme petit à petit mon pronostic sur le fait qu'on n'obtiendrait aucunement le podium, ni même un top 5 cette année. Le deuxième point, c'est Moreno qui doit changer son discours. Son discours, il n'a pas eu l'effet escompté. Mais à un moment donné, les déclarations d'après-match avec je suis fier de mes joueurs, on a bien joué, je suis satisfait. Voilà, il nous la sort à chaque match et j'en peux plus. Je veux dire, c'est pas possible. À un moment donné, tu te prends 3 buts depuis 4 matchs. Tu peux pas dire je suis content de ce qu'on a fait défensivement. C'est pas possible. Là, certes, il a des circonstances ce soir. Et effectivement, finir le match à 9 pendant 1 heure, c'est compliqué et c'est la merde, c'est sûr. Mais à un moment donné, il faut arrêter d'à chaque fois caresser tout le monde dans le sens du poil. Pour moi, je sais pas, ça doit pas aider non plus à un sentiment de révolte ou essayer de piquer les joueurs. Donc pour moi, je suis fier ou je suis satisfait de la fin du match alors que tu viens de te prendre une branlée, c'est un peu, ça devient une sorte de gimmick, un peu comme Jardim avec continuer travail. Voilà, à un moment donné, c'est un peu la même chose. Il va falloir vraiment qu'il change de disque. Et le troisième point, c'est le paradoxe Ben Yedder, qui est à l'image de l'équipe, avec une équipe qui est capable de proposer de belles choses offensivement, qui a une force d'attaque, mais qui défensivement est catastrophique. Et Ben Yedder a incarné ce paradoxe ce soir avec un match dans tout ce qu'il a fait absolument magnifique. Il a été sublime, j'ai trouvé. Et en même temps, il a raté cette occasion qui peut nous remettre à 2-2, qui peut nous permettre, malgré le contexte, de repartir avec un point. Voilà, c'est tout le paradoxe de ce Monaco qui peut faire des choses, qui peut être intéressant et qui en même temps n'arrive jamais à concrétiser, ouais. Et qui finit par perdre assez lourdement. Juste pour revenir sur ton premier point, on a remporté 2 matchs. Hein. T'as été dur, oui. Tu disais. Pardon. Ces 2 matchs de coupe. Bon voilà. Mais sinon oui, on est bien sur 3 défaites consécutives et surtout ce nombre de buts encaissés qui est abyssal. De mon côté, les points. Mon premier point, ça sera sur la composition d'équipe que j'ai eu du mal déjà à comprendre avant même la rencontre. Certains choix. Alors, comme on vient de le dire, Moreno est clairement dans une phase de recherche. Il tâtonne, il essaye différents joueurs à différents postes. Il n'empêche que moi, retrouver Badiachil titulaire après la prestation de cette semaine, j'avais un petit peu de mal quand même à le comprendre. Pourquoi remettre Heinrich et pas permettre à Aguilar malgré tout d'avoir un petit peu de rythme et d'enchaîner un minimum, ça aussi un petit peu de mal à comprendre. Globalement, on est plutôt satisfait de l'éviction de Fabregas, mais du coup il avait fait le choix de renforcer un petit peu son milieu de terrain en titularisant le nouveau Fofana, mais du coup Golovin sortait de l'équipe, Jovetic une nouvelle fois sur le banc. Encore une fois, je trouve qu'il y avait potentiellement mieux à faire au niveau de la compo, même si les matchs récents nous ont malgré tout prouvé qu'on avait beau mettre un tel ou un tel, le résultat final n'était pas vraiment impacté. C'était plus l'attitude des joueurs et leur envie
qui avait un impact sur le résultat que réellement savoir qui on allait mettre sur le terrain, à l'exception de 1 ou 2 joueurs qui paraissent, comme Ben Yedder, comme tu viens de le dire, qui eux montrent vraiment des bonnes choses. Globalement, le reste est très très faible. Deuxième point, voilà, c'est très rapidement, c'est le sabordage, parce que voilà, on se saborde, on a, je pense, la sensation, enfin les joueurs ont la sensation de se faire un petit peu enfler sur l'égalisation nîmoise. On y reviendra évidemment lors de ce débrief, mais du coup derrière t'as l'impression qu'ils sortent complètement de leur rencontre, alors qu'à ce moment-là il y a toujours il y a un partout. Monaco est quand même bien dans la rencontre, donc il n'y a pas de nécessité à s'énerver de la sorte, et on prend 2 cartons rouges, pour moi en tout cas, complètement normaux et logiques. Et justement ça va revenir à mon point 3 qui est sur l'arbitrage. Et c'est pas pour polémiquer, justement, c'est pas un point pour dire l'arbitrage il nous est défavorable, l'arbitrage il est mauvais, etc. Mais plus sur les armes en fait qu'ont les arbitres au foot. Et en fait on se rend compte que les arbitres au foot ils ont pas trop de solutions. Voilà, c'est soit le carton jaune, soit le carton rouge, mais il n'y a pas de solution intermédiaire. Tu peux arrêter de cliquer s'il te plaît. Il n'y a pas de solution intermédiaire entre exclusion temporaire ou autre. Donc voilà, c'est plus par rapport à ça, et il y a des choses à faire pour améliorer, je pense, l'arbitrage et lui permettre d'être un peu plus serein au fil des rencontres, même si ça commence évidemment par l'attitude des joueurs, que ce soit les nôtres, mais également dans l'ensemble des matchs qu'on peut voir jour après jour sur le continent européen. Messieurs, donc on va tout de suite attaquer la rencontre, et toujours comme d'habitude la compo. Moi j'en parlais dans mon premier point. Je sais pas ce que vous en avez vous pensé de cette compo. Je sais pas qui a envie de commencer sur ça, déjà de la commenter dans un premier temps. Moi je suis un peu comme toi, j'ai vu la compo, donc pas surpris du 4-3-3. Un petit peu plus dubitatif des joueurs alignés. Surtout en défense, parce qu'on avait l'impression quand même que Moreno avait vraiment son binôme, Glick et Maripane. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des moins bonnes choses, mais là c'est vrai que Badiachil est pour moi peut-être l'un des moins bons défenseurs ces derniers temps. De le voir titulaire, ça m'a un petit peu surpris. Ouais. Heinrich, je suis pas fan du joueur, très clairement. Pendant longtemps on l'avait pas vu, là on commence un petit peu à voir ses limites, donc moi j'aurais voulu voir Aguilar. Maintenant, ça, c'était pas une surprise. Fofana d'entrée, pourquoi pas. Adrien Silva revient un petit peu sur le devant de la scène. Capitaine, voilà. Non, surtout derrière, un petit peu surpris, mais le système est le même, et c'est ça pour moi qui va devoir être un petit peu remis en question. De ton côté, Damien, la compo? Moi, je dis pourquoi pas. Je pense que oui, Moreno se cherche. Il est arrivé avec des idées assez offensives du football. Il a envie d'avoir le ballon, etc. Il voit que ça marche pas forcément pour l'instant. Il n'a pas de résultat avec. Donc il va un petit peu mettre le curseur à l'opposé pour ensuite retrouver un juste milieu. Donc c'est logique. Moi, ça me fait penser aussi à ce qu'avait voulu faire Jardim en arrivant, un football assez offensif, en essayant d'aller se projeter assez vite vers l'avant, mais sans forcément toujours resserrer les lignes. Il s'est planté, il a compris, il a tout de suite resserré les vis, et ensuite ça a fonctionné. Je pense que peut-être Moreno est en train de faire la même chose, c'est-à-dire qu'il jauge aussi, il doit un petit peu jauger la Ligue 1, la comprendre pour justement ensuite s'y adapter. Donc ce milieu à 3 assez défensif, assez solide, pour moi justement, il fait partie de ce type d'expérimentation, et voilà, de chercher à densifier un petit peu le milieu de terrain pour éviter justement de prendre la marée, comme ça a été le cas sur les 3 matchs précédents. Le problème, c'est que ça n'a pas du tout fonctionné ce soir. Elle me choque pas dans ce sens-là. Après, Henrix, oui, ça m'énerve parce que je supporte pas. Aguilar fait un bon match, un match correct, mais bon, je préfère quand même ce joueur-là aussi d'une manière générale. Ouais. Ballo Touré, Georges étant blessé, même si j'ai pas envie de le revoir non plus,
Gildias étant parti, ça devient aussi une solution par défaut. Enfin, encore que Zagré est encore exclu du groupe. Mais il a jamais joué à ce poste-là non plus. Et puis effectivement, il y a Badiachil qui reste sur le terrain. Bon, Glick sort d'une mauvaise prestation aussi contre Strasbourg. Je pense que si on regarde la position moyenne de Glick contre Strasbourg, il joue 10 mètres derrière tout le monde. Ouais. C'est ça, en plus, pour le coup, je l'ai vu tout à l'heure, il était vraiment 10 mètres derrière Maripane. Et c'est vrai que peut-être que dans l'idée de jouer plus haut, ça ne plaît pas à Moreno, donc il a voulu laisser Badiachil. Et puis bon, devant, c'est vrai que je sais pas, moi j'ai jamais été non plus un très grand fan de Keita Baldé, et surtout le système, je préfère toujours un système avec 2 pointes, avec Ben Yedder, ça marchait très bien en début de saison. Et c'est vrai que de voir ce 4-3-3 qui en plus ne fonctionne pas vraiment, ça m'agace assez vite, quoi. Ouais, c'est ça en fait, Maintenant, c'est plus le système, parce que bon, les joueurs peuvent être interchangeables, mais ces dernières rencontres, encore une fois, hormis Paris, mais je crois qu'on va arrêter de parler du déplacement à Paris, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignements à en tirer, mais ce 4-3-3, il y en a un, il est important, c'est-à-dire que quand les joueurs veulent, ils peuvent en fait. Ouais, après, t'es contre un adversaire aussi un peu unique. Oui, voilà, on se rend bien compte contre des défenses un petit peu plus regroupées, qu'on manque d'imagination quand même. C'est assez terrible. Après, moi, je pense que je suis très content de voir Fabregas sur le banc. Je pense qu'il serait mieux encore en tribune. Mais Golovin, c'est pas non plus illogique. Il a pas mal enchaîné. Il est sur la pente descendante depuis quelques temps. Bon, je pense que le fait de le mettre sur le banc pour qu'il se régénère un petit peu, qui se remette en question, mais voilà, pour moi c'était un choix qui se défend, surtout que tu joues quand même le 19e et qu'a priori tu peux quand même te dire que ça peut passer avec un milieu sans lui. Ce sera forcément moins créatif, mais ça doit quand même pouvoir passer, a priori. Mais là, l'un des gros problèmes depuis l'arrivée de Moreno, finalement, certes, on n'a pas retrouvé une meilleure solidité, mais c'est surtout qu'on est moins bon offensivement. On met moins de buts, et je pense que cette association à 3 devant n'y est pas étrangère. Ouais. Keita a été un peu en feu là, en début d'année, mais on a vu qu'à chaque fois qu'il débutait un petit peu les matchs, c'était toujours un peu compliqué. Ben Yedder, bon, seul, effectivement, on se rend compte que même s'il est capable tout seul de faire de belles choses encore hier, ça reste quand même moins fait pour lui. Donc c'est vrai que, encore une fois, bon, il est blessé ou pas blessé, je sais pas, par rapport à Slimani, même s'il y a aussi Jovetic. C'est ce qui a fait la force de Monaco en ce début de saison, c'était ce binôme. Ouais. Voilà, c'était ça qui marchait, même si j'étais pas fan du 3-5-2 forcément, mais je pense qu'on peut, sans pour autant revenir à un 3-5-2, pouvoir faire un schéma avec deux attaquants, 4-4-2 par exemple. Et en plus, je me dis quand même, t'as le seul truc qui marche vraiment en cette saison, c'est ton duo d'attaquants, Slimani, Ben Yedder, et c'est ça que tu vas péter. Non, pour moi, tu te trompes quand tu fais ça. Alors, il veut mettre ses idées en place, mais c'est normal, c'est comme tout entraîneur, il a raison de vouloir essayer. Mais voilà, nous, du coup, on sert aussi de rat de laboratoire, en fin de compte, on essuie les plâtres. Et puis, voilà, c'est-à-dire qu'il te pète le seul truc qui fonctionne. Et qu'on me dise pas, ah oui, mais Jardim, Slimani était plus titulaire sous Jardim. Non, c'est des conneries, ça. Il a fait 2 matchs, un où il était expulsé, il était suspendu. Ensuite, il est resté 2 matchs sur le banc, mais c'est tout. C'est pas en 2 matchs qu'on va me dire que Slimani n'était plus titulaire aux yeux de Jardim. Non, c'est pas vrai. Après, j'avais effectivement déjà entendu dire que il y avait des petits soucis à ce niveau-là. Donc peut-être que c'était aussi un peu une sanction pour Jardim de le faire démarrer sur le banc. Mais bon, qu'on me dise pas que mais il était plus titulaire déjà avec Jardim. C'est pas vrai. Arrêtez, vous jugez pas. C'est pas sur 2 matchs qu'on va tirer des conclusions. Non, on peut dire malgré tout que ça avait été un début. Mais on ne sait pas ce qui se serait passé à la reprise en janvier. C'était quand même un homme de base de Jardim. C'est lui qui avait fait le forcing pour le faire venir. Donc oui, on peut croire que c'était plus une petite sanction par rapport à son carton rouge et pour le remettre un petit peu. Voilà, et puis après, un petit peu d'aplomb, mais oui, on peut quand même penser qu'il l'aurait remis à court terme dans le 11.
Et puis après, Keita avait, le fait de mettre Keita avait aussi un petit peu rassuré Jardim dans le sens où il avait été décisif, à défaut d'être réellement bon, parce que dans le jeu, tu joues quand même à 10 avec Keita, mais tu vois, il était quand même décisif. Donc c'est vrai que finalement, c'était une solution qui avait quand même des atouts aussi pour Jardim. Après, je suis curieux de voir la suite parce que le 4-3-3, c'est le modèle qui colle le mieux avec un profil comme Gelson Martins. Gelson Martins, à mon avis, il va prendre un paquet de matchs de suspension. Ouais. Donc on va voir, on va se retrouver avec un manque, je pense, de déliés pour jouer dans ce schéma. Donc à voir avec le retour aussi, je pense, de Slimani, parce que voilà, le mercato est terminé. Je pense que chacun va se remettre un petit peu à l'endroit. Et puis on va voir dans les prochaines semaines ce qui va se passer. Voilà, bon, messieurs, on va pouvoir maintenant parler de la rencontre en tant que telle. On a fait une belle intro. Je vais vous laisser en parler. Hein. Moi, comme j'ai dit dernièrement, j'en ai marre de répéter les mêmes choses inlassablement parce que les rencontres, malgré tout, se ressemblent assez étonnamment. Donc, qu'avez-vous pensé En tout cas, on va parler jusqu'au tournant du match et cette double exclusion. Donc, cette première demi-heure, globalement, vous avez retenu quoi de cette première demi-heure et de ce qui a été proposé par l'équipe? C'est cette demi-heure-là qu'il faut vraiment analyser pour essayer d'avoir une performance globale de l'équipe. Parce qu'après, à 9, tu peux analyser des choses, mais en aucun cas, ça révélera quoi que ce soit. Donc, du coup, il faut vraiment essayer d'axer sur cette demi-heure-là, analyser. Et ce qu'on remarque, c'est que tu as une équipe qui montre des choses, mais qui en même temps ne fait pas la différence face au 19e, c'est-à-dire que tu as marqué un but certes, mais tu en as déjà pris un aussi, qui peut être contestable aussi. Mais globalement, écoute, on a eu 5 minutes difficiles en début de match. Merci Balo Touré, parce qu'en 3 minutes 30, le mec, il a déjà offert 4 ballons, il a fait 4 cadeaux aux Nîmois. 4, hein, je les ai comptés, hein. Donc à un moment donné, ça suffit. À chaque fois, ça nous met dans la merde. À chaque fois, ça arrive sur le but de Lecomte. Donc voilà. Il s'est fait enrhumer par. Non, mais il a pas arrêté toute la soirée, mais il est nul à chier à un moment donné. Voilà. En taclant, en se jetant complètement. Ça, c'était dans la première demi-heure. Et passé ces 5 minutes-là, on a ensuite commencé à développer du jeu. On a été pressant. Il y avait un rythme vraiment intéressant avec beaucoup de mouvements. Il y avait des jeux en triangle qui étaient assez intéressants, même si après ces jeux-là, on restait beaucoup trop, je trouve, focalisé sur le même côté, c'est-à-dire qu'on évitait on changeait pas suffisamment le jeu. Mais en tout cas, je trouvais qu'il y avait quand même des choses intéressantes. Et malgré la pelouse pourrie, parce que voilà, la pelouse était vraiment atroce. On voyait le ballon qui avait des micro-rebonds à chaque fois. Là, je pense que c'était assez pénible de jouer dessus. Et puis quand même, il y a un but avant le premier quart d'heure qui intervient et je trouve qu'il sanctionne, qui vient en tout cas conclure une bonne phase justement monégasque, quoi. Justement, il y a le commentateur Beansport qui disait oui, c'est un peu dur malgré le début de match des Nîmois. Bah non, les Nîmois ils ont fait 5 minutes, mais depuis 7 minutes, justement, c'est Monaco qui a repris le jeu en main, qui est parti devant le but de Bernardoni et qui met beaucoup d'intensité. Donc j'ai bien apprécié cette possession-là, quoi, ces phases-là. Pour revenir sur le but rapidement, Arthur, bel enchaînement, belle combinaison entre, si je dis pas de bêtises, Baldé, Fofana et donc Ben Yedder. Ouais, voilà, exactement. C'est Baldé qui remet en une touche. Fofana lance Ben Yedder en profondeur. Son but, il est vraiment pas fait, hein, parce que du coup, il se retrouve un peu excentré. Il y a Martinez qui est sur lui, qui est pas loin de faire faute d'ailleurs, parce qu'il met bien son bras en opposition. Ben Yedder, dans un angle très très fermé, arrive à mettre un petit piqué sur Bernardoni. Il était vraiment pas fait. Et c'est encore une fois un but de classe quand même de Ben Yedder. Il était dans une position un peu compliquée. Après, le gardien aurait pu faire une sortie un petit peu plus convaincante ou alors mieux boucher son angle. Mais en tout cas, comme dit Damien, ça récompense une belle entame de match, du moins un bon premier quart d'heure de Monaco. Voilà. Et malheureusement, Damien, Monaco qui va donc se faire
se faire égaliser, et bon, c'est une action qui fait évidemment polémique. J'ai cru comprendre que toi, de ton côté, tu étais plutôt pour le fait de sanctionner l'intervention de Nolan Roux sur Benjamin Henriques. Bah oui, parce que clairement, pour moi, il y a un tacle qui est assez dangereux. Je veux dire, si Henriques se blesse sur l'action, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on est content. Oui, On on sable le champagne, mais l'arbitre est neutre, il n'est pas supporter, donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il Mais sanctionne il est même ou pas allé voir, il est pas allé voir l'écran, hein, je crois. Mais alors voilà, et ça c'est un autre problème. Moi, enfin, vous savez ma position sur la VAR, je suis profondément contre, philosophiquement contre tout ce que vous voulez. À un moment donné, c'est aussi un problème. Je comprends pas. Il va voir, on va y venir sur l'expulsion de Bakayoko. Il va voir l'écran, mais là sur le but, il y a une discussion avec l'arbitre vidéo, mais il va pas voir l'écran. Pourquoi? Il faut à un moment donné, il y a une cohérence à avoir. Dire, tu peux pas. Parce que de toute façon, il interrompt le jeu. Enfin, le jeu est interrompu parce que le but est d'abord validé, Oui. mais il prend du temps pour que la décision se fasse avec la vidéo. Qu'est-ce que ça change qu'il aille directement voir l'écran ou pas? Ça change rien, ça va rajouter 30 secondes, on perd déjà assez de temps. C'est pas le protocole. Le protocole, il est que si dans le camion régie, on lui dit que ça ne vaut pas la peine qu'il se déplace, il ne se déplace pas. Mais pour moi, le problème, c'est que du coup, Bah donc quand c'est tu que dis le protocole n'est pas bon, mais ça c'est une chose que beaucoup disent quand même, que c'est pas forcément très bien utilisé dans l'absolu. Bah non. Bah déjà non. Donc clairement il y a un problème à ce niveau-là. Et ça rajoute, et je comprends, ça rajoute encore le sentiment de se faire enfler continuellement parce que tu te dis mais alors pourquoi là il y a un protocole qui est fait comme ça et l'action d'après le protocole est fait différemment. Si, Pourquoi le protocole est le même, Damien. La différence, c'est que sur la deuxième situation, et donc l'expulsion de Bakayoko, là on lui dit, va voir la vidéo, là il y a matière à. C'est tout. Ouais, mais du coup, au final, c'est quand même. Mais au final, ça fait quand même jaser parce que tu te dis, mais pourquoi il y va pas la première fois? Mais parce qu'on lui dit Il doit qu'il n'y a rester pas maître. matière à aller Oui, mais regarder. non. Parce que je te dis, mais dans ces cas-là, ça veut dire que pour moi, il est pas maître de la décision si quelqu'un lui dit qu'il n'y a pas matière à aller regarder. Il reste pas maître de la décision. Bah non, Je crois qu'on peut en parler longtemps, hein, mais. Bah oui, non, mais de toute façon, Ouais. je sais qu'avec Rome, on sera jamais d'accord forcément Oui, sur non, ça. mais moi je suis contre aussi je suis contre la vidéo, mais je pense qu'il faudrait qu'on se cale une émission, non? non, mais voilà. Donc, après, j'ai pu voir que ça parlait de tacle offensif. J'ai jamais vu de tacle offensif ou de tacle défensif dans les règlements, dans les lois du jeu évoqués. Hein. Il y a faute ou il n'y a pas faute. Point barre. Il y a une charge irrégulière ou pas. Ouais, en fait, ce qui est pour moi, un peu elle est dérangeant, largement irrégulière. ce qui est dérangeant, c'est que cette action se passe dans le milieu de terrain, il siffle 100 fois, quoi. C'est ça le truc. Cette faute, elle se passe pas dans la surface, il la siffle. Mais bon, comme sur beaucoup de cas, hein. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que j'ai pas vu sur le coup. Après plusieurs ralentis, j'ai fini par voir. Ouais, il embarque un peu tout quand même, hein. Par derrière, c'est quand même assez surprenant. Mais je pense que je me suis pas trop énervé sur le coup parce que tellement qu'on va dire que sur le coup d'envoi du but, il y a eu cette action de Bakayoko et les deux expulsions que j'ai pas eu le temps en fait de vraiment me pencher sur l'égalisation. Surtout que on était quand même assez bien dans le jeu et cette égalisation, bon, je me suis dit qu'on avait quand même les armes derrière de pouvoir aller mettre d'autres buts parce que le match passait plutôt bien. Et dans la mesure où on prend minimum 1-2 buts par match, ça servait à rien non plus de trop s'alarmer. Mais justement, ce tournant du match, Damien, et donc cette double exclusion au final, Ouais. là pour le coup, moi j'ai quand même un peu. Autant sur le premier but, je peux comprendre qu'il y ait différents points de vue. Pour moi, le but est valable, mais je peux comprendre qu'on puisse en discuter. Autant sur la deuxième action donc qui suit, Bakayoko mérite son rouge, et je parle même pas de Gelson Martins. Ben, alors, je t'avoue que moi, j'ai vu le match en décalé. Hein. Je l'ai vu à minuit, entre minuit et 3 heures. En fait,
enfin plus tard, mais pardon, mais c'est pas l'essentiel. Et j'étais déjà au courant du score, j'étais déjà au courant des 2 expulsions, j'étais déjà au courant que vous traitiez Bakayoko et Gelson de débiles. Donc je me dis, je sais qu'il se passe quelque chose avec ces mecs-là. Il va se passer quelque chose. Et quand je vois la faute à vitesse réelle, la première, je me dis non, c'est pas possible. Et je me dis là non, il a pas pu mettre un rouge sur ça quand même. Parce qu'effectivement, à vitesse réelle, on a l'impression qu'il y a strictement rien. Première chose qu'on constate, c'est que Bakayoko foire complètement son contrôle. Ça, la technique, tu connais. Donc, contrôle de merde. Derrière, pour récupérer le ballon, il fait faute. Et effectivement, quand on regarde le ralenti avec avec la vidéo et le zoom vraiment sur la cheville, on voit que là, il fait une grosse faute qui est maladroite. Je pense qu'il est dans l'élan, hein, tout simplement, mais c'est vrai qu'il y a maladresse et il y a potentiellement un gros risque de blessure parce que là, il peut t'arracher tous les ligaments au niveau de la cheville, il peut faire un carnage. Donc, le rouge, pour moi, il est clairement mérité, mais c'est vrai que, en fait, c'est cette sensation à vitesse réelle qui donne l'impression qu'il y a assez peu, finalement, comme faute. Et je comprends que, derrière, ça pète des câbles parce que les joueurs n'ont pas les images, n'ont pas accès aux images, et donc ils ne comprennent pas forcément la décision qui, en plus, derrière, d'abord est un jaune et ensuite un rouge. Et donc, je comprends que, derrière, Gelson puisse péter un câble. Je le comprends parce que j'aurais pu péter un câble, mais je ne l'excuse pas pour autant, parce que sa réaction est totalement débile, totalement inappropriée. Évidemment, c'est interdit, mais c'est fondamental, l'interdiction de toucher à l'arbitre, même s'il se trompe. Et à un moment donné, bon bah voilà, il ne mérite que ce qu'il a, hein. Il a ce qu'il mérite. Donc à un moment donné, voilà, la double expulsion, elle est logique, mais voilà, elle fait vraiment beaucoup de mal, quoi. Ouais, non, mais je suis assez Parce que de toute façon, là, en plus, Gelson, il va prendre cher, il va prendre une fin de saison, donc quitte à le pousser une fois, autant lui mettre un taquet la deuxième, hein, tu vois. Parce qu'en fait, la première fois, il sait qu'il prend rouge, donc. Il le pousse plus finalement après le rouge, ce que j'avais pas vu au départ. C'est qu'en fait, il prend son rouge, bon, il le touche. Même on voit bien Keita Baldé et Adrien Silva le repousser parce qu'ils ont senti qu'il avait l'air un peu énervé, le garçon. Mais c'est surtout après son rouge qu'il revient vraiment le pousser. Ouais. Et là, je pense qu'effectivement, il va prendre le droit. Là, dans ces cas-là, autant lui faire les dents, le sage. Hein, c'est ce que, pour présenter, je disais hier, moi aussi. Voilà, autant y aller. Non, mais voilà, à un moment donné, autant y aller franco. Hein, tu lui fais les genoux, lui, sa carrière, elle est terminée. Ça, voilà, mais... Non, mais blague à part, mais c'est complètement crétin de la part de Gelson Martins. Mais je pense qu'on doit, si on se met à la place du joueur, je pense qu'il y a un gros sentiment d'injustice à ce moment-là parce que il voit la faute. Hein. En plus, Henrik, c'est juste devant lui sur le but. Pour lui, je pense qu'il voit clairement la faute de Nolan Roux. Derrière, il y a le carton rouge de Bakayoko après la vidéo. Et voilà, je pense qu'il pète un câble parce qu'il a l'impression de se faire enfiler. Et je peux comprendre ça. Et après, on va pas refaire le débat de la vidéo, mais c'était censé pacifier les décisions, voilà, on était censé apporter plus de justice, et finalement, on est toujours sur les mêmes merdes et les mêmes contestations qu'avant. Ça n'a strictement rien changé. Ça c'est indéniable. Ouais, c'est surprenant d'ailleurs. Pour un mec comme Gelson, j'ai pas souvenir que ce soit un joueur quand même très nerveux. C'est assez étonnant. Mais justement, c'est quand les calmes, on va dire, pètent un plomb, c'est là où ça fait le plus de dégâts. Ouais. Et donc derrière, tu joues à 8. Hein. Ah oui, il y a toujours Ballo Touré, hein, les gars. Il y a toujours Ballo Touré. Mais oui, non, je suis assez d'accord. Je pense que Gelson va prendre une assez lourde suspension. Alors on verra 5, 6, 7, 8 matchs. Par contre, j'espère que Bakayoko va pas trop prendre parce que même si le rouge est logique, comme tu l'as bien dit, c'est avant tout un geste non maîtrisé plus qu'une agression volontaire. Oui. Donc j'espère qu'il y aura pas trop. Après, je sais pas s'il a un casier, s'il a des matchs en sursis. J'avoue que je m'intéresse pas. Je crois pas, non. Il a été. Faudra regarder. Il a été suspendu contre Saint-Etienne, non? Bah, il a été suspendu pour accumulation de cartons, mais honnêtement, je sais pas vraiment comment il n'y a pas de sursis. Mais après, bon, il s'est quand même globalement très bien tenu jusque-là. Il n'y a pas eu de gros soucis niveau disciplinaire avec lui, donc je pense pas que ce soit. Après, c'est un rouge direct, hein, donc ça sera quand même 2. Ce sera 2 minimum, oui. Ça sera 2, mais moi je pense. Ça devrait s'arrêter là, quoi. 2 matchs, parce que c'est la règle, c'est le rouge direct. Mais ça mérite. Ouais, c'est.
dans cette dernière année, on a eu quand même des sanctions assez lourdes. Hein. J'espère qu'il prendra pas aussi pour l'ensemble de l'œuvre monégasque sur le classement du fair play. On est à 9 rouges déjà. Je parlais de dossiers et de casiers judiciaires. Alors c'est vrai que c'est pas forcément lui qui l'a, mais c'est vrai que c'est le club qui l'a. Donc ça peut peut-être aussi avoir un impact malgré tout néfaste pour lui. En tout cas, voilà, Monaco qui va donc se retrouver à 9. Il reste et surtout, une heure. Oui, vas-y, Damien. Ouais. Et surtout, ce qu'on pouvait noter en plus, c'est que sur cette organisation en 4-3-3, c'était de manière assez étonnante. C'était Adrien Silva qui était dans l'axe et Bakayoko sur le côté droit. Ouais. Et souvent, Bakayoko le plus haut au niveau du pressing. C'était lui qui était très haut, alors que Silva était joué assez bas. Donc c'est vrai que j'avais noté ça, c'était assez étonnant de voir cette organisation du pressing. En tout cas, donc du coup, on perd quand même un premier joueur pour le pressing du coup, quoi. Sachant que sur cette première demi-heure, c'est facile de dire ça après, mais sur ses prises de balles, sur une passe en profondeur qu'il avait ratée, sur une petite accélération, je sentais pas Bakayoko non plus dans un très grand jour. Hein. Oui. Mais c'est facile à dire après qu'il ait pris son carton. Mais il faisait pas un gros début de match, que je trouvais. Oui, non, c'est clair, mais c'est ce que tu disais, Damien, le sentiment, oui, de se faire enfler, les erreurs d'arbitrage, le sentiment de se faire enfler, ça peut exister au foot, dans n'importe quel sport, mais il faut avant tout toi-même mettre les ingrédients. C'est-à-dire que si hier les joueurs ne sont pas capables de se remettre du premier but et derrière de péter un cap comme ça, c'est problématique. Ouais. C'est quand même à eux. Tu vois, autant je sais on en a parlé pas mal dernièrement, quel était pour vous le plus grand scandale d'arbitrage. Moi, les matchs contre la Juve et particulièrement ceux en 2015, là il y a scandale parce que là t'es dans le match, t'es bon. Et là, tu te fais enfler parce que Chiellini fait ce qu'il veut, parce que le penalty sur Morata il est en dehors de la surface, parce qu'il y a penalty sur Kondogbia. Là, ok, là c'est des vrais problèmes parce que toi, tes joueurs sur le terrain, ils méritent pas de se faire enfler. Là, j'ai presque envie de dire qu'on mérite de se faire enfler presque parce qu'on montre rien et qu'on est juste insupportable. Les joueurs ils se comportent comme des gamins. Donc c'est l'engrenage et du coup tu te fais un petit peu enfler. Après, pour revenir à mon point, et t'avais un peu le même Arthur sur l'arbitrage, et c'était pas pour faire particulièrement une comparaison avec le rugby parce que c'est avec d'autres sports également, et moi je reviens surtout au fait que les arbitres en foot ont très peu d'armes en fait, et que moi je suis par exemple pour l'exclusion temporaire sur carton jaune de 10 minutes, je suis encore plus pour mettre un micro sur les arbitres. Ça calmera peut-être un petit peu les situations, parce que comme je disais également avant qu'on commence l'émission, sur le rouge, moi je trouve que l'attitude des Nîmois est tout aussi détestable en fait, parce que à peine la faute a eu lieu, ils viennent tous sur l'arbitre, là tous autour, là ils lui gueulent dessus, c'est poitrine contre poitrine presque, mais ça tu le vois dans tous les matchs, sur toutes les fautes, hein, d'ailleurs que on fait pareil nous aussi. Mais ça, c'est un vrai problème. Le vrai problème, il est là. Il est pas à savoir est-ce que la VAR a pas été bien utilisée, est-ce qu'elle a été mal utilisée, oui ou non. Le vrai problème, il est là. Il est que ce sport, de toute façon, et à tout niveau et à tout âge, il est vérolé par l'attitude des spectateurs et du coup, dans un second temps, des joueurs auprès de l'arbitre. Et tant que ça sera pas réglé, de toute façon, on acceptera aucune décision de l'arbitre tant qu'elle ne nous sera pas favorable. Le match la veille par exemple entre Nantais et Rennes, les Nantais ont l'impression de se faire enfler, je suis désolé, le but du Rennais il est 150 fois valable. Il y a quand même des gens qui te balancent des images en mettant des lignes n'importe comment, parce qu'en fait ils n'ont pas la notion de perspective et un peu de trompe-l'œil, donc ils ont l'impression que le joueur rennais est hors jeu, ce qui n'est pas le cas. Et le problème c'est que tout est constamment contesté continuellement, ce qui fait que quand il y a des vraies situations polémiques, en fait tu fais même plus attention, parce que de toute façon tu gueules sur tout et constamment. Donc quand il y a des vrais soucis, c'est c'est l'expression, c'est à trop crier au loup. Bon, je maîtrise pas très bien l'expression, mais on va pas se mentir. Bernard Ron Pivot. Putain, non mais tu vois ce que je veux dire, c'est quand tu cries trop au loup. Attends, je vais inventer une expression. Quand tu cries trop au loup, quand il est vraiment là, personne ne te croit.
C'est le garçon qui crie au loup, c'est la fable d'Ésope. Oui. Voilà. Ouais, bon, je le maîtrise pas très bien, mais mais bon, vous comprenez bien Oui. ce que je veux Oui, dire. oui, bien sûr. Par À là. force de crier au loup, au final, quand il arrive, effectivement, plus personne te croit, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc voilà. Et moi, je trouve que voilà, on donne pas assez de pouvoir aux arbitres, mais d'un autre côté, dans les règles actuelles, tu peux pas. Voilà, on a parlé un petit peu avec Boris, et lui, par exemple, il aime bien le truc du rugby. Dès qu'il y a une contestation sur une pénalité, bim, tu mets 10 mètres de plus. Oui, mais au rugby, ça a un vrai sens parce que ça peut permettre d'aller chercher une touche plus loin, qu'une pénalité soit potentiellement tentable, parce que le rugby est un jeu de gagne-terrain. Le football n'est pas un jeu de gagne-terrain, donc. Mais je pense malgré tout qu'il y a moyen de mettre en place des choses. Quoi, là, comme ça, moi je te dis encore une fois, je pense au micro, je pense à l'exclusion temporaire, mais rien n'est fait, quasiment rien n'est fait. Et dès qu'on essaye de mettre quelque chose en place dans ce sport, tout le monde dit mais c'était mieux avant. Franchement, le problème de l'arbitrage, c'est un vrai problème. Et encore une fois, à tout niveau. Allez le week-end, allez le dimanche voir des matchs et regardez l'attitude autour des terrains. Je l'ai pratiqué pendant plus de 10 ans. Bien sûr. Voilà, je sais très bien comment ça se passe. Oui, c'est la merde. Mais du coup, tu fais confiance à l'arbitre. T'es pas d'accord, mais t'es obligé de faire confiance à un moment donné. Donc, qu'il y ait vidéo ou pas, j'en ai rien à foutre finalement. Moi, je suis comme ça. Je fais confiance à la décision de l'arbitre, même s'il se plante. J'estime qu'il maîtrise à peu près ce qu'il fait. Après, c'est vrai que nous, quand on regarde un match, c'est différent parce qu'on a accès à 15 milliards d'angles différents. Donc, on est en mesure de se faire un avis directement sur la question. Tout le monde a son propre avis. Il y a 60 millions de sélectionneurs, il y a 60 millions d'arbitres. Voilà, c'est la même chose. Donc, c'est aussi la question de la retransmission, la question de ce qu'on te donne comme image et qui te permet d'argumenter ou en tout cas d'augmenter la contestation. Voilà, en tout cas, monsieur, on va quand même continuer sur la rencontre pour enchaînons. pas que le débrief soit trop long. De toute façon, je pense que ça va aller relativement vite. À partir de là, messieurs, il reste 1 heure de jeu, on se retrouve à 9 et on sait très bien que ça va finir par craquer. Et Monaco va craquer sur un but, Arthur, un but somptueux quand même, il faut le reconnaître. De Philippe Otto. Philippe Otto, qui se met qui rentre à l'intérieur sur son pied droit. Là, par contre, on voit un Heinrich et même un Fofana quand même pas très agressif. Philippe Otto a bien 2 mètres devant lui pour armer. Certes, il fait une petite feinte de frappe, mais je pense que nos joueurs ne montent pas assez. Philippe Otto a un bon pied droit. Là, il le prouve. Belle feuille morte. Le contre ne peut pas faire grand-chose. Ce qui m'agace un peu, c'est que Philippe Otto, ce mec sort un peu de nulle part, quoi. Il fait pas une grosse saison. L'an dernier, il était en Ligue 2. Il arrive à Nîmes cet été. Il marque contre nous déjà au match aller, en août, je crois. Début septembre, là, quand on menait 2-0. Là, il remarque encore. Derrière, il est à 2 doigts de refaire la même sur une frappe. On a l'impression que c'est Kevin De Bruyne contre nous. Philippe Otto. C'est vrai que je te rejoins sur le Henriks Fofana, sur le but, qui sont un peu coupables. Après, c'est vrai que Henriks hésite à y aller parce qu'il est, il hésite à couvrir en fait la montée pour un dédoublement, Voilà, il y a l'appel de Sarr. Et du coup, il hésite à aller, il couvre un petit peu, donc il a le cul entre 2 chaises, il va pas forcément. Et c'est vrai que t'as Fofana derrière qui reste aussi assez passif, puisque lui non plus n'y va pas franchement. Donc il y a un peu mésentente aussi au niveau de la coordination, manque d'agressivité de la part des 2 joueurs. Donc voilà. Mais Henriks, une nouvelle fois impliqué, quoi. Sur le premier but, bon, il est impliqué, mais pour moi, il y a faute sur lui quand même. Mais il est à nouveau encore sur le 3e. Exactement. Voilà. Parce que je constate quand même qu'on a, avec le changement, du coup, on a fait une sorte de 4-3-1. Et en fait, on a totalement abandonné les côtés. Avec l'entrée de Golovin. Non, même tout de suite après dès la deuxième mi-temps. On a tout de suite abandonné les côtés parce que derrière c'était open bar au niveau des ailes. Nîmes pouvait y aller autant qu'il voulait, mais je pense que l'idée c'était vraiment de resserrer au maximum l'axe pour les mettre le moins possible dans une position de se retrouver dans le but. Ça aurait pu marcher finalement parce que dans les stats, Nîmes a fait 40 centres. Ouais. C'est ça. 40 centres et au final, pour le coup, si Maripane peut avoir quand même une qualité, même sur le 3e but moyen, mais pour le coup de la tête,
il est quand même pas mauvais de la tête. Badiachil aussi, donc là, Nîmes était un peu tombé dans le panneau avant le but de Philippe. Oui, c'est ça. On leur a laissé, on leur a laissé les ailes, mais nous, dans l'axe, on s'est dit, voilà, il faut resserrer toutes les lignes et il faut être intraitable au niveau là. Et du coup, le deuxième but, il vient du côté avec un joueur qui rentre et bah, c'est un peu presque exploit individuel parce que la frappe, elle est magnifique. Mais voilà, c'est vrai que celle-là, bon, bah, malheureusement, ça a pas su. C'est un moment où justement, quand tu dis que tu dois resserrer l'axe, eh ben, tu dois avoir soit Henrik, soit Fofana, un des deux qui doit y aller, voilà, qui doit vraiment être beaucoup plus agressif. Et là, bah, on paye à nouveau cette erreur ou cette consigne qui n'a pas été respectée, quoi. C'est ça, et donc Monaco qui va se retrouver mené 2-1, Monaco qui va avoir, on en a un petit peu parlé, mais une grosse occasion de revenir au score par Ben Yedder. Je vous propose qu'on en reparle quand on parlera du top du match, parce que de ce que j'ai cru comprendre, ça sera sur Ben Yedder, donc ça sera l'occasion de revenir sur ça. Mais ensuite, Monaco va prendre un troisième but, alors un troisième but évidemment sur coup de pied arrêté, vu qu'on les bosse beaucoup depuis qu'il est arrivé. Et que du coup maintenant on est des cadors sur coup de pied arrêté. Mais on en a encore pris un, dis donc, avec Maripane qui fait une belle tête rentrée et qui du coup... Ouais, un haut du dos, je crois, un truc comme ça. Je sais pas bien ce qu'il fait, mais du coup ça profite aux joueurs nîmois, seul au deuxième poteau, un problème de marquage, un petit peu laxiste évidemment, et il y a quasiment plus qu'à pousser le ballon au fond des filets, messieurs. Voilà, une nouvelle rencontre catastrophique, et Monaco qui après avoir semblé aller un petit peu mieux, au final fait quasiment sa pire série de la saison, même je pense, hein, très honnêtement. On n'a jamais fait 3 matchs à la suite avec 3 buts encaissés minimum. Ou 4, c'est le quatrième là. Là on reste en Ligue 1, on a fait en Ligue 1 ça en fait 4, ouais. C'est ça, c'est la pire série. 3 buts à Paris. 3 buts à Paris, 4 buts chez nous, 3 buts contre Strasbourg, 3 buts contre Nîmes. Voilà, c'est la pire série actuellement, voilà. C'est Optagent qui sort ça. Quand je vous dis qu'on peut perdre contre Toulouse en ce moment. Oui, c'est pas si con. Hein, ils se sont mis en confiance. Hier, ils ont stoppé leur série de défaites. C'est vrai. On précise juste que on parlait d'arbitrage tout à l'heure. Il y aurait pu avoir penalty aussi pour Nîmes avant le deuxième but. Hein. Voilà, on a eu un peu de mansuétude de la part de Monsieur Le Sage à ce moment-là. Je pense qu'il a aussi un petit peu compensé, on va dire, parce que il y a clairement faute de Baldé sur Ferrat. Hein. À la 56e minute, voilà. Ferrat qui rentre dans la surface et oui, un tirage de maillot, c'est clair. Alors du coup, justement, en plus, c'est toi qui parlais du changement, Arthur. Je me suis demandé, est-ce que le changement, il intervient juste après le but? Je pense qu'il était peut-être prévu quand même avant le but, parce qu'il arrive tout de suite dans la foulée. Golovin, qui remplace... je sais plus si c'est juste avant ou juste après le but. Il remplace Keita. C'est juste après. C'est vraiment juste après. C'est le coup d'envoi d'après. Est-ce que le changement... je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que c'était pas un peu tardif, sachant que t'es à 9? Pourquoi pas réajuster ou changer quelque chose plus tôt, tout de suite à la mi-temps, quoi? En fait, on en parlait c'est toi qui en parlais dans tes points sur le discours que peut avoir Moreno. Donc toi, tu parlais surtout par rapport à dans les médias. Moi, j'aurais bien aimé mettre une petite souris quand même, parce que à la mi-temps, parce que du coup, on se retrouve à 9. On n'a plus le ballon, Ben Yedder est tout seul devant. Donc là, il fallait tenter un truc tactique, mais aussi avoir quand même un discours auprès des joueurs pour essayer d'aller au-delà de t'es à 9, essayer de créer quelque chose. Donc voilà, là où la question se pose, comme tu dis Damien, mais c'est que au retour des vestiaires, déjà il y a peu de changements tactiques. Et puis dans la tête, à la limite, quand on était mené 2-1, mais ça on va parler de Golovin qui a quand même fait du bien, donc oui, il a pas fait peut-être ce qu'il fallait, quoi. Mais on est dans la lignée de ce qu'on disait avec parce que clairement du Moreno pas en grande forme, quoi. Parce que clairement, tu regardes sur les phases défensives, derrière t'as Keita Baldé qui redescend au milieu de terrain, quoi. Donc t'as juste Ben Yedder qui reste seul devant. Donc pourquoi par exemple tu le remplaces pas plus tôt
et pour mettre justement un milieu de terrain supplémentaire type Golovin qui permet de faire aussi la transition entre le milieu et l'attaque, justement, de pouvoir être capable de porter le ballon un peu vers l'avant, mais d'être capable d'assurer aussi une activité défensive un peu plus importante. Pourquoi ne pas faire ce changement plus tôt? J'ai trouvé ce changement un peu tardif, surtout que ça faisait déjà une demi-heure, puisque c'est à la 63e, donc on se retrouve à 9 à la 33e, ça fait vraiment 30 minutes, que t'es comme ça. J'avoue que ça, j'ai pas trop compris pourquoi le changement n'est pas intervenu plus tôt. On va dire pas forcément ce changement-là, même si au final Oui, il s'est en tout cas, avéré, un changement. on perd quand même, mais il était pas trop mal finalement, mais au moins un changement à la mi-temps, n'importe quoi. On sait que Golovin ne met pas un pied devant l'autre depuis quelques matchs, donc c'était peut-être pas évident de se dire tiens, Golovin va nous faire quelque chose, mais au moins ouais, quelque chose quoi. Parce que Ben Yedder, il donnait vraiment de la peine en fin de première mi-temps. Il touchait plus un ballon. C'est le mec, il était obligé de descendre dans les 40 mètres dès qu'il avait le ballon, et dans ces 40 mètres, et après il n'y avait plus personne devant pour lui donner. Il était obligé de remettre derrière à chaque fois. Encore une fois, on a 2 joueurs de moins aussi. Ah ouais, non, mais bien sûr. Et je veux dire, tu vois, il est dans les 40 mètres, il récupère le ballon, t'as personne pour lui donner une solution pour faire un appel dans la profondeur parce que t'as plus Gelson Martins, c'est logique. Hein. C'est là où pour moi Heinrich a pas vraiment le bon profil pour ça quoi. Oui, enfin bon, propose très peu. On va écourter un petit peu cette rencontre. Donc voilà, du coup, pour synthétiser tout ça, Monaco est donc 13e de Ligue 1, on a 29 points. On rappelle qu'on avait dit après Paris qu'on avait un calendrier plutôt favorable qui arrivait avec les réceptions de Strasbourg, la réception en coupe, un déplacement à Nîmes. Voilà, le calendrier reste favorable, parce que là, je le rappelle, la prochaine rencontre, on reçoit donc Angers ce mardi à 19h. Ensuite, on ira à Amiens. Donc sur le papier, encore une fois, ça semble être des matchs prenables, mais bon, vu... On va se faire soulever par Stéphane Moulin, tu vas voir. Ah bah, de toute façon, on sait à peu près le match qu'on va voir. Hein. Ils vont rester à 11 derrière pendant toute la rencontre. On n'aura pas de Gelson, on n'aura pas Baka, donc... De toute façon, Angers, c'est jamais facile. Hein. Oui, en plus, c'est jamais facile de recevoir Angers. Voilà. En tout cas, des parties très champagne. Ouais. On va quand même partir sur les prestations individuelles, messieurs, et donc le top du match. Bon, je pense que vous l'avez tous compris, c'est Ben Yedder, Damien. Ouais, totem d'immunité pour Ben Yedder. Non, je pense qu'on a... Jovetic, mais il a pas joué assez. Non, mais Jovetic, il s'est créé deux situations. Ne commence pas, Arthur, ne commence pas. Non, mais Ben Yedder, il était magnifique. Je l'ai trouvé absolument parfait dans tout ce qu'il a fait, excepté une chose, et on en a parlé, c'est ce face à Bernardoni qui peut nous remettre à 2-2. Mais sinon, au-delà de ça, dans le jeu, je l'ai trouvé magnifique. Je me dis, mais quelle chance on a de l'avoir, ce mec-là, en fait. Je pense qu'il faut profiter. Il nous reste combien? 16 finales, c'est ça? Ça donc profitons-en, parce que je ne conçois pas que ce mec-là reste chez nous. Et c'est pas possible. Vu ce qu'il fait encore ce soir. Bon, c'est Nîmes, mais dans les petits espaces, le coup de rein qu'il a, cette capacité techniquement à sortir de 2 joueurs comme ça qui viennent le prendre à 2. Je l'ai trouvé magnifique dans sa capacité à orienter le jeu, à lancer Martins dans la profondeur en première période. Franchement, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Je me suis régalé à le voir. Et je me dis franchement, profitons-en, quoi, parce que ça va. L'année prochaine, il sera plus là, quoi. On est tous d'accord. Arthur, toi, je vais plutôt du coup te laisser parler du flop. Là, on n'aura peut-être pas forcément les mêmes, mais pour toi, le joueur le moins bon. Je pense que vu qu'on a fait un match un peu pourri, qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignements à en tirer parce qu'on a joué à 9, Gelson Martins. Clairement. Gelson Martins, il nous gâche le truc. Même si, comme je le disais en intro, même si je sais pas si on aurait fait mieux à 10 contre 11, parce que j'ai vraiment très peu de souvenirs d'un Monaco à 10 se rebeller et réussir à faire un résultat, mais là, à 9, Gelson Martins a craqué. Non, mais... C'était notre joueur le plus dangereux au début du match, même s'il était brouillon. Mais là, voilà. Tu regardes le match qu'on perd l'année du titre contre Lyon, le 3-1.
Dans le flop du match, tout le monde met Mendy. C'est logique. Il craque, c'est interdit. Oui, Interdit. oui, Donc, voilà. ça mérite sanction, ça mérite 0 dans l'équipe. Eh ben Martin, c'est la même chose. Ça mérite 0 et ça mérite sanction. Donc flop du match, pour moi, il n'y a même pas de débat. Ce qui est Oui, je suis d'accord. ce qui est presque une bonne chose, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, c'est devenu un joueur quelconque. En fait, c'est le nouveau Juan Pablo Pino, Gelson Martins. Ce mec-là, tu vas rien en faire, donc finalement, c'est pas plus mal de plus le voir, je trouve, en fait. Ah, je le trouvais un peu mieux, moi, dans. Ouais, contre Paris, Depuis l'arrivée de Moreno. comme les autres, en fait. Non, Oui. ça a duré un match, en vrai. Mais il m'insupportait tellement dans le 3-5-2 que j'étais plutôt content de le revoir un peu là-haut dans le 4-3-3. Et au final, Mais c'est peut-être un mal pour un bien sur, comme on a dit, avoir pour faire évoluer le système et le style de jeu, quoi. C'est dommage d'en arriver là, mais bon. Oui, c'est dommage, en effet. La suite de l'équipe, bon, on va commencer, on va faire ça vite, hein, encore une fois, parce que, enfin, moi, j'en ai Ouais, on en a marre déjà pas mal parlé. Ouais, et puis répéter inlassablement les mêmes choses. De toute Bah, façon, Ballo Touré, nul. Henrix, nul. Badiachil, nul. Maripane, moyen. Voilà, je te le fais vite. Hein. Attends, t'avais oublié Benjamin Lecomte. Benjamin Lecomte, bien, prend 3 buts, mais bon, il fait quand même 5 arrêts au-delà de ça. Il y a quand même 22 frappes. C'est le nouveau Benalio. Il y a quand même 22 frappes cadrées des Nîmois, donc quelque part, il a quand même il a Cadrées vraiment dû s'employer. Non, pardon, non. Non, en tout. Ah, parce que 22 frappes cadrées, ça fait beaucoup. Non, 8 frappes Non, il y en cadrées. a 8. Il y a 8 frappes cadrées, voilà. Il en arrête 5, mais en tout, il y a quand même 22 tirs. Oui, ça par contre. il y a 22 Sur frappes. celui de Philippe Otto, bon, bah, il est difficile. Martinez, il arrive lancé, Oh, la oui, tête non. est difficile à prendre. Voilà, Le premier, il a pris un peu à contre-pied. après, Ferrat, c'est ce genre de ballon. dans le bordel ambiant du premier but, il peut pas faire grand-chose. Quand le ballon arrive en retrait comme ça. Mais voilà, Henrix coupable sur 2 buts minimum, voire 3. Maripane aussi, hein, sur le premier et le troisième. Hein. Maripane au duel, parce que le Nîmois, je sais plus qui c'est, mais il arrive quand même à remettre le ballon. Bah, c'est Nolan Roux, hein, qui nous fait chier tout le temps, quoi. Non, Nolan Roux, il tacle, mais il y a un autre mec qui. Non, sur le deuxième but. Sur le troisième but. Ah oui. Sur le troisième but, c'est lui qui est au duel. Ouais, c'est lui qui est au duel. Ouais. Sur le troisième, ouais. Mais voilà. Badiachil sur le premier but, pareil. Il a un contre malheureux parce qu'en fait, il compte le ballon, mais ça rebondit sur la tête de. Ouais, parce qu'il est encore une fois, il est à l'arrêt, il est mou, quoi. Ouais, et puis derrière, non, mais surtout derrière, il se fait passer, mais derrière, il trottine. Oh, Ouais. cours un Ouais, peu, c'est ça, gros, c'est putain. ça, c'est ça. Non, j'en ai merde, quoi. À un moment donné, bouge ton cul, sérieux, quoi. Non, mais voilà, ça me gave aussi. Ballo Touré, bon, bah voilà, à un moment donné, je te dis, au bout de 3 minutes, il a déjà donné 5 ballons à Nîmes, donc quelque part, dégage. Voilà, la défense, elle est toujours aussi pétée qu'avant. Hein. Bah non, mais ça c'est clair. Après, milieu de terrain, je trouve qu'Adrien Silva, dans son rôle aussi de capitaine, a été bien. C'est-à-dire qu'il a souvent essayé de calmer un peu tout le monde. Beaucoup de sang-froid et de maîtrise, je trouvais, de sa part. Quand on est à 11, il fait un match correct, c'est-à-dire qu'il est bien placé, bien positionné. Voilà. Après, à 9, c'est plus compliqué. Est-ce que c'est lui qui donne le ballon à Ben Yedder ou c'est. Oui. Oui. Sur l'action où il rate. Hein. Oui, sur l'action où il rate. Oui, Ouais, c'est lui. Ouais, C'est lui, ouais. Ouais, il donne un super ballon aussi à ce C'est niveau-là. l'impression que j'avais, mais j'ai eu un doute. J'ai plutôt apprécié son match, même si c'était compliqué à 9. Ouais, bien sûr. Après, on peut parler aussi plus en détail de Fofana, qui faisait sa première partie avec le maillot rouge et blanc. Ouais, bah Fofana, il fait la passe décisive sur le premier but. Ensuite, il prend un jaune dans l'échauffourée lors des deux exclusions. Oui, c'est vrai. Et après, il sort pas sur Philippe Otto sur le deuxième but, donc il y a à boire et à manger, quoi. Mais bon, c'est compliqué de vraiment le juger parce que le contexte c'est est tellement merdique. Le contexte, c'est pas évident. En plus, il se retrouve dans un milieu où il n'y a plus Bakayoko, où les rôles sont complètement redistribués. Donc, Bah, du coup, on voit qu'il a énormément joué à côté d'Adrien Silva. Du coup, il était vraiment après, Oui. il était toujours très très proche de lui. Mais je sais pas, par rapport, tu vois, un mec pour comparer avec un Aoulou, puisque lui aussi venait de Strasbourg, tu vois, je trouve que c'est quand même le jour et la nuit. Alors certes, c'est pas parfait, il y a encore des erreurs, mais je trouve que c'est quand même pas le type nonchalant. Voilà, il y a quand même, il a pas l'air aussi paumé tactiquement que Aoulou, donc lui c'est quand même un peu plus rassurant, quoi, tu vois. Donc à voir, à confirmer, mais bon, j'étais déjà, voilà, j'avais un peu peur d'un Aoulou bis. Bah, d'ailleurs, je crois que c'est l'année dernière que je disais, au final, tu vois Aoulou avec nous contre Strasbourg, mais en fait, il est même plus titulaire à Strasbourg, tu vois, le gars. Donc,
Et, c'est logique, hein, finalement. Fofana est quand même un peu meilleur, quoi. Ouais. Après, je pense que ce soit Fofana ou Tchouaméni qui est rentré en fin de match, vous allez en parler, je pense, dans la gazette du Mercato, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plaints de ce recrutement. Mais moi, j'attends de voir. Depuis le recrutement de Mounir Obadi, je me rappelle en Ligue 2, je me dis qu'il ne faut pas sous-estimer ces joueurs pas si connus que ça, qui, je me rappelle de lui, a fait beaucoup de bien. Ce sont des postes où on est très light. Ouais, mais combien de Donc, Obadi pour combien de Aoulou, tu vois, à un moment donné. C'est aussi un rapport de proportion. Non, je compare un peu parce que je me rappelle qu'à l'époque, en Ligue 2, on avait une bonne équipe, mais il nous manquait quand même des mecs un peu relayeurs. On avait pris Obadi, un joueur un peu lambda qu'on connaissait pas trop. Au final, il a fait vraiment beaucoup de bien. Là, je compare pas les deux joueurs, mais c'est vrai qu'on prend deux joueurs à un poste qu'on n'a pas forcément. Parce qu'on a Bakayoko, on a très peu de joueurs quand même dans ce milieu de terrain plus à profil plus défensif. Donc on va voir. Alors ils sont jeunes et puis mais c'est un poste qu'on n'a pas, donc ils peuvent pas faire de mal, quoi. Mais après je pense que vous allez en parler dans la Gazette. Ouais, je sais pas si vous avez des choses à rajouter sur les entrants ou sur Baldé. Non, sur Baldé, oui, Baldé, il a pas été bon. Moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'à un moment donné, Ben Yedder lui met une bonne balle en profondeur et qu'il s'arrache pas le cul pour y aller, quoi. Voilà. Il pourrait essayer de s'arracher un peu plus. Il est au duel, il y a Bernardoni qui sort. Il pourrait essayer d'y aller, mais non, avec la charrette, là, il y a 2 à l'heure. On dirait qu'il avait pas envie, ou je sais pas, il était fatigué, j'en sais rien. Mais bon, Keita Baldé, voilà, le retour Keita Baldé, hein, il a pas fait un bon match. On l'a pas vu, même en première période ou quand on était à 11, voilà, il était pas assez. Moreno voulait qu'il soit beaucoup plus à l'intérieur. Il a jamais été vraiment, voilà. Donc. Retour de Keita Baldé moyen et retour de Monaco moyen, quoi. Le Keita Baldé qu'on connaît, qu'on a toujours vu à Monaco, hein, c'est-à-dire que même s'il marque un doublé dans le jeu, ça reste quand même un joueur moyen. Voilà. Oui, parce ça ne change pas. Il est un peu décisif sur l'action du but, mais c'est vrai qu'après sur la globalité du match, c'est quand même. C'est sûr, oui, ces stats, il les aura toujours, hein, ces petites stats, certes. Ouais, ça permettra de leur vendre 30 millions. Voilà. En tout cas, voilà, messieurs, qui conclut ce nouveau débrief. Le prochain rendez-vous, ça sera donc mardi soir. Donc peut-être en direct. On vous tiendra au courant en ce début de semaine. Voilà, Monaco qui recevra au Louis II Angers, donc sans Martin, sans Bakayoko. Retour ou pas de Slimani, nous le verrons. Merci messieurs de m'avoir accompagné. Pour nous, Damien, c'est pas fini parce qu'on va enregistrer la Gazette du Mercato qui vous sera proposée jeudi. Gazette avec Florent Tognuti quand même. Attention, ça ne rigole pas. C'est exactement. Donc voilà, en tout cas, la vraie prochaine émission, c'est donc mardi. Merci messieurs d'avoir été avec moi pour ce débrief. D'ici là, portez-vous bien et Dagemunegu. Salut à tous. Et bisous.